Alors après votre arrestation, Eh ben, que s'est-il passé? je vais raconter un peu, oui, comment ça s'est passé après mon arrestation. Donc, en de, bien sûr, tout de suite après mon arrestation, de l'endroit où je travaillais, on m'a emmené dans les caves de la Gestapo. La Gestapo se trouvait place Maréchal Foch, on dit toujours place Louis XVI à Nantes. Hein. Vous voyez cette place où il y a la foire de printemps, la foire d'été, hein, il y a une grande colonne. Et bien, le bâtiment, quand on arrive sur cette place qu'on vient de la cathédrale, le bâtiment qui est en face de vous, c'était là qu'était la police allemande, la Gestapo qu'on appelait. Et quand on arrivait dans ce bâtiment-là, on était automatiquement descendu dans les caves de la Gestapo. Et les questions, les tortures se trouvaient dans des caves de la Gestapo, au sous-sol, dans le noir, quoi. Enfin, non, il y avait quelques petites ampoules, quoi, simplement. Donc après plusieurs heures d'interrogation et de torture là, dans ces caves, j'ai été emmenée à la prison de Nantes. Cette prison se trouve place Lafayette. S'il y a des enfants qui connaissent bien la place Lafayette et qui voient cette vieille prison qu'il y a sur le côté là, hein, sur le côté de l'ancien palais de justice. Cette prison Lafayette, c'est là qu'on est. Il n'y avait pas d'autre prison à ce moment-là que celle-là. C'est là que j'ai été emmenée, où je suis restée pendant 3 semaines dans cette prison de Lafayette. Après ce séjour de 3 semaines, où je n'avais pas le droit de recevoir de visite, ni de recevoir de lettres, ni de recevoir de colis de ma famille, j'ai été embarquée dans des wagons, dans un train à la gare de Nantes, avec environ 60 autres résistants, c'est-à-dire il y avait 58 hommes et 2 femmes, une amie à moi et moi-même, quoi. Madame Baron et moi-même. Et nous sommes partis vers la région parisienne. Et dans la région parisienne, nous sommes descendus, je ne sais plus à quelle gare, mais 3 d'entre nous, c'est-à-dire Madame Baron, moi-même et puis un monsieur qui s'appelait Monsieur Cohen, nous avons été emmenés dans une voiture. Monsieur Cohen a été emmené au camp de Drancy, parce que il avait été arrêté en tant que juif. Et pourtant, ce pauvre monsieur, tout le long, il disait « Mais je ne suis pas juif, je ne suis pas juif, pourquoi ils m'arrêtent? Ils sont venus me chercher comme ça, ils m'arrêtent sans rien me dire. » Comme ça, on l'avait arrêté, on ne lui avait pas donné d'explication, on l'emmenait. Ce monsieur n'est jamais revenu d'ailleurs, je suis après. Et nous deux, Madame Baron et moi-même, nous avons été emmenés à la forteresse de Romainville. C'est une forteresse qui est dans la banlieue parisienne, à Romainville. Et tous les autres hommes ont été emmenés à Compiègne, au camp de Compiègne, qui était un camp qui regroupait tous les hommes résistants qui étaient arrêtés. C'était le camp de Compiègne. Le camp de Romainville, la forteresse de Romainville, c'était un regroupement pour les femmes. Là, nous sommes restés 15 jours dans ce camp de Romainville, et un matin, on nous a fait prendre nos affaires, nos petites affaires, parce que chacune avait quand même un petit bagage à ce moment-là, et on nous a emmenés à la gare de Pantin, qui était une autre gare de la banlieue parisienne. Et là, il y avait des wagons d'alignés, des wagons où on met des marchandises, c'est-à-dire les wagons à bestiaux qu'on appelait. Et on nous a fait monter environ 80 femmes par wagon. C'était un train qui contenait donc, on était en tout 705 femmes dans ce train. Nous sommes restés toute la journée dans cette gare de Pantin. On nous avait donné un petit colis de Croix-Rouge, mais on ne nous avait pas donné à boire. Et on réclamait à boire tout de suite, parce qu'il faisait un temps comme il fait aujourd'hui, vous voyez, très chaud. Et dans des wagons de bois, nous avons tout de suite étouffé de chaleur. On réclamait à boire, il y avait des employés de chemin de fer qui venaient rôder autour de nos wagons, qui se voyaient bien, qui nous entendaient réclamer à boire, et qui n'avaient pas le droit de nous apporter à boire. Et tous les soldats allemands qui étaient autour à garder le train, naturellement, ne nous donnaient pas à boire. Nous avons eu très très soif dans toute cette journée-là.
nous enlevions nos vêtements, nous ne savions plus de quelle façon nous mettre, tellement nous étions écrasés de chaleur. Donc dans ces wagons, nous étions environ 80 femmes. Au milieu du wagon, il y avait une espèce de cuve de baquet, qui était l'endroit où nous faisions nos besoins, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir du wagon. Le train est parti assez tard dans la soirée, et nous sommes restés dans ce train pendant 5 nuits et 4 jours. Et là, nous avons parcouru l'est de la France et une partie de l'Allemagne, puisque nous avons atterri, si je puis dire, nous sommes arrivés après au camp, un grand camp qui s'appelle le camp de Ravensbrück, qui se trouve en Allemagne, entre Berlin et la côte baltique. Ceux qui connaissent un peu la géographie de l'Europe, c'est un camp qui se trouve assez au nord-est de l'Allemagne. Et nous y sommes arrivés à 2 ou 3 heures du matin à peu près, en pleine nuit. Mais après un voyage complètement ahurissant, vous pensez bien, parce qu'on avait notre petit colis de Croix-Rouge avec nos pots de confiture et puis nos gâteaux secs, mais qui nous donnait toujours une soif épouvantable. Donc presque jamais nous n'avons eu à boire, sauf une fois à la frontière, où on nous a servi quand même, la Croix-Rouge nous a servi une tasse de bouillon. Mais autrement, nous n'avons jamais eu à boire pendant tout ce trajet. Et je me rappelle très bien que dans ce wagon, je me trouvais auprès d'une ouverture du wagon, parce que vous voyez bien les wagons de marchandises, comment c'est fait. Il y a une petite ouverture sur le côté. Nous, il y avait des fils de fer barbelés sur cette ouverture, mais je passais ma main sur le toit de ce wagon, quand je pouvais, ma main, c'est à ce moment-là, le matin, après la nuit, il y avait une légère rosée, et je suçais mes doigts pour me donner un petit peu à boire, vous voyez. Tellement on peut avoir soif, j'avais l'impression d'avoir la langue d'une épaisseur énorme. C'est atroce d'avoir soif comme ça. Donc, nous arrivons en pleine nuit dans ce camp de Ravensbrück, enfin, nous arrivons dans une gare, d'abord. Et là, tout de suite, les policiers ouvrent les wagons avec énormément de force. Nous sommes éclairés par des projecteurs. Et tout de suite, schnell, 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 los, ça veut dire vite, vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Fallait descendre du wagon, mettez-vous par 5. On avait avec nous des personnes beaucoup plus âgées que moi je n'avais à ce moment-là, j'avais 20 ans, mais il y avait avec nous des personnes qui avaient 60 ans, qui étaient beaucoup plus âgées, qui étaient handicapées. Alors, il y en a qui tombaient, on n'était même pas sur un quai de gare, il y avait au moins 1,50 m pour descendre du wagon. Beaucoup tombaient en arrivant, il fallait s'aider les unes les autres. Nous avions un petit bagage aussi avec nous. Enfin, alors les soldats étaient montés dans les wagons, et nous poussaient, sortaient les bagages n'importe comment, c'était une pagaille incroyable. Il y avait des chiens qui accompagnaient ces soldats-là, qui aboyaient, qui nous terrorisaient. Des gros chiens loups que les Allemands avaient beaucoup avec eux, des chiens policiers. Enfin, tant bien que mal, on s'est rangé 5 par 5, puisqu'il fallait se ranger 5 par 5. On a dû faire environ 500 mètres, 1 kilomètre, je ne sais pas exactement. Nous avons traversé comme une petite zone d'habitation, puis nous sommes arrivés devant un grand portail impressionnant, avec des murs de chaque côté, peut-être de 3 mètres de haut. Et nous sommes rentrés dans ce camp impressionnant. Il faisait noir. Peut-être 3 heures du matin à ce moment-là. On nous a fait ranger sur une esplanade. Il fallait rester debout. Nous n'avions même pas le droit de nous asseoir sur nos valises, sur nos sacs. Il fallait rester debout et attendre. Petit à petit, le jour s'est levé à ce moment-là, et le jour se levait quand même très tôt. Nous avons entendu une sirène. Et petit à petit, nous avons vu des personnes arriver autour de nous, des femmes, mais avec des robes rayées comme j'ai apporté la mienne.
qui était donc la tenue que nous avions. Je vais vous expliquer après. Hein, la tenue des déportés. Et ces femmes qui essayaient d'approcher de nous, mais qui ne pouvaient pas approcher et nous parler parce qu'il y avait toujours des policiers et des soldats à nous garder. Ces femmes avaient une espèce de foulard sur la tête. Elles avaient des mines blanches, maigres. Elles avaient dans les pieds des espèces de petites pantines, c'est-à-dire des semelles de bois avec une bande de toile par-dessus. Elles étaient habillées comme ça avec ces robes-là. Et de loin, elles nous ont fait comprendre qu'il fallait essayer de manger tout ce qui nous restait parce qu'on allait tout nous prendre. Ça, on a très bien compris ce qui nous attendait. Au bout d'un certain temps, le jour s'est levé, comme je vous le disais, les lumières sont venues, les bureaux qui étaient pas très loin de nous nous ont fait entrer par petits groupes d'abord, environ une vingtaine. Nous avons dû laisser dans un couloir tous nos bagages. Pour celles qui avaient des bijoux, tous les bijoux qu'elles avaient sur elles. Moi, je n'avais pas grand-chose, je n'avais même pas ma montre, mais j'avais un chapelet. J'ai même pas pu garder ce chapelet que j'avais avec moi. A fallu le donner. Tout ça dans un panier et puis mélanger plus ou moins. On nous a fait après rentrer dans une grande salle qui était peut-être grande comme la moitié de votre salle ici. Et nous déshabiller. Il fallait nous déshabiller complètement et rentrer dans cette salle. Alors je ne sais pas si vous imaginez environ 300 personnes, 300 femmes toutes nues dans une grande salle. On s'est demandé ce qui nous attendait. On a attendu un bon moment, il y avait des personnes qui s'affolaient, qui devenaient un petit peu folles. Puis on n'avait pas remarqué qu'il y avait des pommes de douche au-dessus. C'était la salle de douche. On nous a douchés avec de l'eau chaude, de l'eau froide. C'était un petit peu n'importe comment. Puis, en sortant, on nous a donné donc un paquet de vêtements avec une robe, une culotte et puis une chemise de coton. Et puis, un petit papier avec un numéro qui était un numéro comme ça. Nous n'avions plus de nom, nous étions maintenant un numéro. Vous voyez? Le mien c'était 51 491. Et un petit triangle rouge, ce petit triangle rouge indiquait que nous étions arrêtés comme raison politique, parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas résistance et politique, que c'était arrêté comme politique, et le petit F qu'il y a dans le milieu, ça indiquait que nous étions français. Parce que dans ce camp, dont nous avons fait connaissance après, il n'y avait pas que des personnes arrêtées pour fait de résistance ou politique. Il y avait des personnes qui avaient été arrêtées pour fait de crimes, pour fait de vol, ce qu'on appelait les droits communs. Et qu'il y avait donc d'autres triangles, il y avait un triangle vert, celle-là. Il y avait même des criminels, il y avait d'autres triangles aussi, il y avait des triangles noirs qui étaient des triangles des personnes qui étaient pas désirées sur le territoire allemand, comme les tziganes. Vous voyez, les tziganes, ce sont des personnes qui vivaient du côté de la Hongrie et qui étaient arrivées en Allemagne, qui n'étaient pas désirées par le régime qui régnait à ce moment-là en Allemagne. Il y avait plusieurs autres, il y avait des triangles roses, qui étaient quelques-uns, très peu, mais enfin il y en avait quelques-uns de triangles roses, surtout parmi les Allemandes. Triangle rose, c'était les personnes qui avaient des mœurs un petit peu spéciales, que l'on appelait les homosexuels, qui avaient donc un triangle rose, mais que les Allemands ne supportaient pas et qu'ils avaient mis tous en camp. Et dans ce camp, il y avait aussi toutes les nationalités. Nous étions, nous, Français, mais nous étions en minorité. Il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait beaucoup de Tchèques, beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Russes, des Belges, des Hongroises, enfin, il y avait toutes les nationalités de l'Europe. Parce qu'à mesure que les Allemands avaient occupé les pays, vous savez qu'ils avaient occupé petit à petit toute l'Europe. Ils ne s'étaient pas contentés de rester en Allemagne. Ils voulaient dominer toute l'Europe. Mais à mesure qu'ils avaient occupé d'autres pays en Europe,
ils avaient arrêté tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux et puis ils les avaient mis en camp. Si bien que dans les camps, il y avait toutes les nationalités. Est-ce qu'il y avait des juifs dans le camp? Il y en avait, mais ce n'était pas la majorité. Hein. Le camp de Ravensbrück, ce n'était pas la majorité de juifs. Hein. Parce que les juifs, ils ont été emmenés, vous savez sans doute, ils ont été emmenés en Allemagne pour être tout de suite exterminés. C'est-à-dire qu'il fallait que cette race juive disparaisse complètement de l'Europe. Les Allemands jugeaient que c'était une race complètement inférieure et qui n'est nuisible. Et ils voulaient les faire disparaître. Donc ils ont été emmenés vers des camps qu'on appelait Auschwitz, Treblinka, qui se trouvaient encore plus à l'est que se trouvait Ravensbrück. Tous, heureusement, n'ont pas été exécutés, mais il y a eu des trains de juifs qui sont arrivés dans les camps là-bas d'Auschwitz et on faisait un tri, on mettait d'un côté les personnes encore capables de travailler, de l'autre côté toutes les personnes qui ne pouvaient plus travailler, en particulier les femmes, les enfants, les vieillards, et tout de suite ils étaient envoyés vers les chambres à gaz d'abord, c'est-à-dire que dans des chambres on leur faisait respirer des gaz nocifs, ils mouraient et après ils étaient brûlés dans des fours crématoires. Ils étaient exterminés de cette façon-là.